le gros du stream sera ce magnifique site qui a été codé par mon pote Martin pour un compas. Donc là, il y a ceux qu'on a fait avec Augustin la semaine dernière que j'ai laissé. Et en fait, ce qui est génial avec ce site, c'est que c'est vous qui allez pouvoir les proposer. Il y a l'icône swag en bas, vous cliquez dessus, scrollez, proposez un film, il sera à 200, là il est à 100 000. Et vous allez juste mettre le nom du film et automatiquement le site va le détecter, ça va faire une file d'attente et on va pouvoir classer les films dedans. Ça va être absolument dingue. Donc de woke à facho et de médiocre à génial. Et c'est parti, vous pouvez tout de suite proposer et les films vont apparaître et je vais pouvoir les lancer. Et là vous allez voir, le site est absolument dingue. Là je clique, là vous le voyez pas parce que c'est en dessous de la cam, tout est calculé. Je clique, Memoria, proposé par Aurel. Et c'est parti. Déjà film exceptionnel, on peut déjà juger sur le fait, on va le mettre là déjà. Génial, médiocre, je vais le mettre là, moi vraiment je trouve que c'est un chef d'œuvre. Pourquoi ? On a déjà parlé, la tier list il y a longtemps vite fait de Apichatpong, mais moi je trouve ça beau parce que c'est révolutionnaire par rapport à ce que c'est un site à avoir comme rapport au cinéma. Il y a un truc beaucoup plus humble, et pas dans le sens le film est petit, tu vois. Le film est quand même, moi je trouve grandiose dans les émotions qu'il retransmet. En tout cas, Memoria je trouve vraiment déjà exceptionnel sur le plan génial médiocre. Il y a un truc vraiment de filmer tout à la même échelle, c'est-à-dire qu'il y a des plans vers la fin, je sais pas si vous l'avez vu, quand elle rencontre le mec, où à un moment il y a une scène où il meurt pendant 10 minutes, puis après il revit. Genre il s'allonge et il arrête de cligner des yeux, de respirer, et après il revit. Et il y a une attention portée au détail sur le plan de ce qu'on va filmer dans l'herbe, la matière, le fait de filmer les insectes, limite à la même hiérarchie que si on filmait un humain. Je trouve ça hyper beau, hyper respectueux de la nature. Et pareil, des scènes où elle est dans la ville, il y a un chien qui dort à côté. C'est un détail qu'on peut dire, ah ok, il y a un chien, mais je trouve ça super beau de se dire, d'y réfléchir et de se dire, en fait, putain, le mec il doit avoir un processus de tournage tellement calme, tellement genre discret. Et contrôler aussi dans un sens mais pas trop pour qu'un chien puisse dormir dans le tournage, tu vois. C'est la course normalement dans un tournage, c'est super beau. Toutes ces questions là quand je regarde ce film je me les pose parce que justement le film me les permet. Je l'ai vu avec Quentin, du coup vous avez vu au stream d'Halloween, vous le voyez un peu moins qu'Augustin mais vous le voyez des fois aussi sur les streams, qui lui avait aimé mais pas trop. Il était en mode oui mais on parlait beaucoup devant le film et je trouve que c'est pas un argument qui le dessert, au contraire. Je trouve que justement c'est un film qui gagne à être parlé devant parce qu'en fait c'est comme si c'était un film qui créait des portails vers d'autres choses. Tu regardes ce film là mais t'es en état un petit peu, pas d'hypnose mais en tout cas tu penses à d'autres choses en même temps. Moi ça me fait beaucoup réfléchir, j'adore les films qui me font réfléchir en même temps ou des fois je pense à autre chose devant le film parce que du coup comme c'est long, comme c'est lent, comme c'est assez calme, il y a matière à vraiment réfléchir sur d'autres choses, à divaguer dans ses pensées. Et du coup nous on parlait de choses, moi je lui raconte une anecdote pendant le film et tout et en fait c'est le film qui a permis ça. S'il n'y avait pas eu ce film là l'anecdote elle aurait pas été racontée et je trouve ça super beau. Et justement bah ouais mais c'est super de parler devant les films hein. Bon ça dépend les scènes, ça dépend les films mais moi je trouve ça super. J'aime pas non c'est pas une omerta mais j'aime pas ce diktat de non on ferme sa gueule. Il y a des films qui permettent un peu plus de parler je trouve et des fois c'est intéressant. Enfin bref, du coup moi je trouve génial. Je vous conseille les films d'Apichatpong. J'ai aussi vu du coup Uncle Boonmee que je mettrais un peu moins bien peut-être mais je trouve aussi génial. Bah, en vrai je mettrais pareil je pense. Maintenant est-ce que c'est woke ou est-ce que c'est facho? Bah en vrai les arguments que j'ai dit déjà le mettre très woke. Il y a quand même un truc, je peux montrer un peu des images du film si vous voulez. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous le conseille, hein. C'est vraiment exceptionnel et c'est déroutant parce que ça change vraiment de tout ce qu'on voit d'habitude. C'est pas du tout ça. Apichatpong, c'est vraiment magnifique. C'est une meuf, en fait, l'histoire, en gros, elle entend un bruit. Elle entend le bruit de Vine, le boum, et elle se demande pourquoi. Et en fait, c'est une métaphore de plein de choses. Le bruit, vous verrez au fil du film. En fait, elle cherche d'où vient ce bruit, quoi. Elle est en Colombie et finit par, voilà, elle visite des trucs, elle va dans la nature. C'est super beau, quoi. Et puis même t'as une scène magnifique, c'est celle-là où en gros elle va avoir un ingé son pour qu'il essaye de reconstruire le bruit avec un logiciel de musique assistée avec ordinateur. Et je trouve ça super beau dans ce que ça dit sur le fait de chercher par la technologie un moyen de reconstruire la matière. C'est magnifique. Magnifique. Mais du coup bah moi c'est woke hein, pour moi ça. Pour moi c'est un film qui est déjà woke dans son processus de tournage, qui est woke dans ce qu'il dit. Après bon woke ça veut rien dire, hein. Vraiment c'est un compas. Hein. En gros voilà il est de gauche, Puis même ça me rappelle aussi Kiarostami qui est un de mes réals préférés parce que Close Up est mon film préféré. Kiarostami qui disait moi ça me dérange pas que les gens dorment devant mes films, hein. Magnifique, tu vois, c'est un mec qui est pas du tout dans le contrôle, enfin tout est calculé dans les Kiarostami, hein. C'est magnifique mais il est pas en mode j'ai fait ce film là, le spectateur doit comprendre ça et sinon c'est un fils de pute, hashtag Kubrick, hashtag Spielberg, hashtag blablabla. Non en fait le film je l'ai sorti, il m'appartient plus, chaque personne se fait son film, s'ils veulent dormir devant bah tant mieux, ça aura permis à quelqu'un de se reposer devant le film et voilà, enfin c'est génial et je pense que Apichatpong va grave là-dedans aussi. On enchaîne avec Miséricorde proposé par Bullfrec. Miséricorde qui est sorti cette année, il y a un an je veux dire, qui est sorti l'an dernier, en fin d'année dernière, qui pour moi était un des meilleurs films français sortis l'an dernier, même un des meilleurs films français sortis récemment. En vrai ouais, vous pensez quoi? Je pense que c'est mieux de commencer par classer comme ça, puis après woke facho, comme ça on parle vraiment du film et après plus de ce que ça dit et ce que ça fait. Mais du coup pour l'instant je le mets au centre, hein. Mais du coup moi je trouve ça vraiment vraiment génial aussi, j'ai vraiment adoré. Pourtant j'étais un petit peu bon, j'en ai déjà parlé, j'en ai fait un TikTok d'ailleurs l'été dernier. Quand je le vois je suis un peu au début je suis en mode qu'est-ce que ça veut me raconter, qu'est-ce que ça fait, c'est bizarre un petit peu, il y a un truc un peu, il y a des trucs qui me plaisent, le fait de voir la campagne, vraiment la province avec une sorte d'ambiance un petit peu pas terrifiante dans le sens forcé en mode Silent Hill mais en mode
parce que ça transpire, quoi. En gros, toute l'ambiance qu'il y a vraiment en province quand on se balade près des lieux dits. Il y a un truc un peu, pas flippant dans le sens où on a peur qu'on va se faire agresser, mais en mode flippant en mode putain, le temps il est arrêté là. Mais là, ma vie, moi c'est mon angoisse à moi, c'est mes affects, mais là si j'habite là, ma vie elle est. Je dis pas ça de manière méchante, mais pour moi il y a un truc vraiment, après je suis trop structuré à vouloir vivre en ville. Il y a pas les mêmes valeurs de temps, il y a pas les mêmes espaces-temps à la campagne qu'en ville, et je trouve que Miséricorde leur transcrit hyper bien parce que t'as vraiment des gens qui sont bloqués là, voilà, tout le monde se connaît. En fact, sur Miséricorde, Negrodi a écrit le film en s'inspirant de vraies histoires qu'on lui racontait dans son village. Il dit que chez lui les ragots locaux sont parfois plus étranges que la fiction, du coup c'est génial parce que c'est vrai. T'as toujours des petites histoires. Moi, j'ai connu à peu près tout. J'ai vécu en banlieue parisienne, j'ai vécu aussi du coup au fin fond de la campagne, et je vois un peu quelles sont les dynamiques sociales dans ce truc-là. Et oui, carrément, on est d'accord. Et là, du coup, là où Guiraudy est intéressant, c'est sur l'aspect homosexuel. J'ai pas vu L'Inconnu du lac, faudrait que je le vois. Mais du coup, là, il y a grave ce truc de. En fait, on part limite du principe que tous les hommes sont gays dans le film. Alors vraiment, au final, ils le sont, je crois, non ? Il y a pas un personnage qui n'est pas décrit, ou alors où il y a pas de doute, quoi. Je veux dire, il y a le personnage principal, évidemment. Il y a son demi-frère, où en fait ils ont une sorte de la magnifique scène où il finit par le tuer. Déjà je spoil, bon on s'en fout, c'est pas un film à spoiler. Ou avant tu te dis est-ce qu'ils vont ken ou est-ce que, enfin genre il y a un truc un peu de tension bizarre. Et après celui avec le mec un peu plus fort en Marcel qui veut d'ailleurs le flinguer au fusil tellement il est au placard et il veut pas assumer son homosexualité. Et évidemment le prêtre vers la fin. Donc ouais, je trouve ça super beau. Et après est-ce que c'est woke, est-ce que c'est facho ? Je pense quand même plus woke. Après j'avoue j'ai du mal à me. Bon attends, déjà on va le mettre dans franchement. Je le mettrai là, quoi. Donc oui, c'est très woke dans ce fait déjà de représenter des masculinités subalternes, des masculinités non hégémoniques et en plus homosexuelles. Donc rien que pour ça, c'est assez intéressant. Et puis même en plus, il y a un truc dans le film où le prêtre va venir lui pardonner le fait qu'il ait tué son beau-frère ou son demi-frère, je sais plus, et parce qu'en fait il veut le draguer en même temps. Enfin, c'est magnifique. Je cherche pas, il y a un truc un peu malsain, bizarre et tout dans cette ambiance très flippante, enfin je le trouve super beau. Woke après, bon je le mettrai là quoi. Will Creek qui propose L'argent de Bresson, c'est celui-là, j'espère. Bon on s'en fout au pire. Putain, en vrai cet exercice est ultra dur parce que quand je parle de films, c'est des films que j'ai vus récemment de 1 et pour lesquels j'ai pris un peu de notes. Là franchement, bon je l'ai vu il y a quelques mois, mais du coup je dois improviser, désolé si je suis pas aussi intéressant que d'habitude. Mais L'argent de Bresson, bon déjà je trouve ça génial, je l'ai mis d'entrée de jeu, désolé parce que le cinéma de Bresson c'est un cinéma qui me touche énormément. Pour ceux qui sont intéressés par Bresson, mais de loin, je vous invite à lire le petit livre Notes sur le cinématographe, qui est rempli en gros de petits préceptes que Bresson a écrit tout au long de sa carrière, sur un peu sa vision du cinéma. Donc voilà, moi je vous le conseille. Il dure quoi ? Je sais pas, 70 pages, c'est écrit en. C'est même pas des pages, genre c'est vraiment une phrase, donc ça se lit très très vite et même ça se relit, moi j'aime bien le relire, voilà. Donc je vous le conseille. Et du coup l'argent ça parle en gros à la base d'un enfant qui arnaque une boutique avec un faux billet. Le mec comprend que c'est un faux billet, le boutiquier, mais il va quand même le redonner à un mec qui lui a fait des réparations sur sa voiture, et le problème c'est que ça retombe sur le mec qui a fait les réparations, qui est un prolo, et il se retrouve en prison. Et après ça montre du coup, c'est un film pour moi qui est woke pour ces raisons là, ça montre du coup l'anti-punitivisme un peu de Bresson, même si c'était un peu un droitard. Je trouve que ça montre que la prison c'est un espace où on se radicalise encore plus, où on n'apprend pas forcément de ses erreurs, on se réinsère pas, et au final le mec il ressort de prison et il bute des gens au hasard. Donc voilà, moi je le trouve déjà de gauche sur la manière dont circule l'argent, hein, représenter l'argent comme une matière et pas comme un truc magique comme les libéraux pourraient penser. Je trouve que c'est intéressant de montrer vraiment où va l'argent. Où va l'argent, à quoi il sert, dans quelles mains il passe. Bon du coup l'argent je laisse là, on passe au prochain film, Pacifiction par Cailloux, réalisé par Albert Serra, que j'ai vu il y a quelques années aussi, donc faut que je m'en remémore, mais déjà je le trouve vraiment génial aussi, un des plus grands films français des 10 dernières années, parce que il y a vraiment un truc intéressant déjà dans le processus de tournage par Albert Serra, que moi j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, du coup, c'est joué par Benoît Bagimel, qui est un acteur que je trouve quand même assez bon, qui a quand même une bonne carrière, hein, notamment Les Petits Mouchoirs, quand même un excellent film. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que du coup, Magimel avait une oreillette dans l'oreille, à la même manière que Godard, à la même manière que le tourneur, mais pour des raisons différentes. En vrai, si vous voulez, je vais aussi dire pourquoi Godard mettait une oreillette à ses acteurs et pourquoi le tourneur, si ça vous intéresse, si vous savez pas. Mais du coup, pour Albert Serra, le réalisateur, il met une oreillette à Magimel. Par exemple, il y a un plan où il est dans un bateau, il met 5 angles de cam différents dans le bateau, un peu comme un documentaire, et il lui dit bah vas-y maintenant tu joues ton truc, et par contre je vais te dire des indications dans l'oreille pour pouvoir un petit peu te déstabiliser. Et du coup, c'est un peu la même technique que Keshish ou que Piala, de faire manger les acteurs. En fait, ils sont concentrés sur autre chose et du coup, ils vont jouer plus naturellement. Ils vont pas surjouer. Mais là, c'est un peu ça. Comme il sait pas forcément sur quel pied danser, il va jouer plus naturellement. Il va être un peu mal à l'aise. En plus, c'est un personnage un peu bizarre dans ce film-là. Et du coup, c'est grave intéressant. Donc rien que pour ça, très très fort. Pourquoi Godard mettait, selon moi, ça c'est ma théorie, pourquoi Godard mettait des oreillettes à ses acteurs en gros, lui, c'était surtout dans la Nouvelle Vague. Il mettait du coup une oreillette aux acteurs de ses films et en gros, il leur dictait quoi dire à la lettre.
Mais pour moi, c'est pas pour la même chose, c'est pas pour les déstabiliser, au contraire, c'est justement pour que ça paraisse naturel ce qu'ils disent. Parce que Godard, il avait un rapport très autistique aux pensées, au langage, notamment il y a un réalisateur, je sais plus si quelqu'un peut me rappeler, je crois que c'est Augustin qui m'a dit cette anecdote, qui lui a dit mais putain mais comment t'as fait ce film-là? Et il lui a répondu premier degré en mode bah je sais pas. Et je trouve ça grave intéressant, c'est ce truc de je ne contrôle pas forcément ce que sont mes pensées, elles me viennent, et du coup il se met à la place du coup de la pensée, et il va la dire à l'acteur, et du coup elle va lui venir. Elle vient pas de lui en mode il a révisé un texte, elle lui vient du cerveau au moment où ça arrive et il l'a dit naturellement. Et c'est super beau aussi. Et du coup, pour Le Tourneur, c'est encore plus méta. Si vous savez pas, Sophie Le Tourneur, du coup, qui a sorti le plus grand film de cette année pour l'instant, L'Aventura. Elle, en gros, les deux films, du coup, quasiment tous ces films, mais surtout les deux derniers, je tape Letterboxd ou Letterboxd. Les deux acteurs, donc elle et Philippe Catherine, avaient des oreillettes parce qu'en fait, le film, après là, je l'ai déjà dit, mais. Non, pas tous ces films Godard, mais pas mal de la nouvelle vague en tout cas. C'est à Bellatar, ouais, exactement. Du coup, Le Tourneur, en gros, les 4 personnages, vous savez, il y en a 4, ont une oreillette. En tout cas, les deux, je sais pas pour les enfants, les deux en tout cas ont une oreillette parce qu'en fait, la bande-son du film, les paroles, les dialogues ont été enregistrés à l'avance, ont été improvisés par rapport à des choses réelles, ont été réenregistrés, un peu réécrites naturellement en parlant avec d'autres acteurs. Et du coup, ils ont la bande-son dans les oreilles et ils doivent répéter à la note près ce qui est dit. Un peu comme un truc un peu musical. Et pareil, du coup, pour avoir une sorte de jeu naturel. Donc c'est magnifique. Et du coup, dans le cas de Godard, c'est Godard qui parle dans l'oreillette. Dans le cas de Albert Serra, c'est Albert Serra, et dans le cas de l'Aventura, Le Tourneur, c'est des bandes originales déjà enregistrées. Donc c'est assez fou, parce qu'on voit l'Aventura, on se dit oui, elle a posé une cam, et elle filme des gens parler normalement, et non, tout le travail derrière est assez fou. C'est exceptionnel, donc moi je vous conseille, de toute façon on en reparlera. On est d'accord que tu bosses dans le montage? Non, je bosse pas dans le montage, moi je répète, je suis surveillant dans un collège, j'ai un taf alimentaire, j'ai pas fait d'études, mais par contre je fais du montage depuis que j'ai 11 ans. Ça a commencé sur Movie Maker, ça a décalé sur Vegas Pro, et maintenant c'est sur Premiere Pro. Donc en vrai, ouais, je suis grave intéressé par le montage en tout cas. Carrément. Pourquoi je suis là-dessus? C'est pas tout le bon truc. On était sur quoi? Oui, du coup, Pacifiction, donc génial sur ça. Sur plein d'autres trucs aussi, fait de cette ambiance un petit peu malsaine sur les îles, du coup, qui pour moi revient à un message politique ils sont tous un peu pourris de l'intérieur. Le fait de vivre sur cette terre qui n'est pas la leur, ça les rend un peu machiavéliques, quoi. Et du coup, il y a un truc un peu malsain, bizarre dans cette boîte de nuit. Je trouve ça très très beau. Du coup, moi, je le trouve génial et je le mettrais là, en vrai. Hein. Allez, on passe au prochain film. Oh non, putain, qu'est-ce que c'est les couilles. Perfect Days. Oh, mais je vais répéter ma rengaine, vas-y, je l'ai déjà fait. Au pire, à ma place, je vais me laisser parler. Vas-y, c'est bon, vous m'avez saoulé. On se le mate, ça va répondre pour moi. Et en plus, ça va le placer directement. Allez. Perfect Days, Wim Wenders, le seul film que j'ai vu de lui, du coup ça m'encourage pas à voir les autres, qui raconte du coup l'histoire d'un mec japonais qui s'occupe en fait de nettoyer des toilettes. Je regarde le film et le premier truc que je me dis très simple, je me dis putain mais elles sont vachement propres ces toilettes quand même. Et du coup je vais voir sur Wikipédia et en effet Wim Wenders est un fils de médecin. Il y a un ton rage bait. Qui n'a jamais vu de toilette sale de sa vie puisqu'il a toujours eu des femmes de ménage. On parle de matière, c'est quand même important quand c'est le travail. En plus le film est vraiment axé sur le travail. Genre, c'est un film qui se dirait de gauche, qui se dirait de regarder les pauvres. Ça reacte à moi-même. C'est vraiment axé sur le travail de ce monsieur, à quel point il est dur et à aucun moment on voit des toilettes qui sont dégradées. Donc en fait on se dit bah tranquille je vais les faire aussi alors il y a juste à passer un petit coup de brosse sur les toilettes qui sont déjà blanches. Alors que les toilettes publiques c'est toujours dégueulasse. Genre en même temps c'est là où on fait caca et pipi et dans Perfect Days pour le premier point du coup à aucun moment le travail est vraiment montré caca comme pénible. Non c'est pour montrer en fait quelqu'un a proposé Perfect Days dans le compas et j'ai la flemme de me répéter. C'est quand même un des métiers les plus chauds à faire quoi. La seule séquence où vraiment le travail est pénible c'est quand du coup ce mec là un peu plus jeune a oublié de prévenir qu'il ne viendrait pas et du coup il se retrouve à faire le travail pour deux tout seul. Mais sinon ça va. En plus c'est libéral, c'est la faute de l'autre mec en fait. Si vous vous demandez pourquoi Augustin ne répond pas, c'est parce qu'il a pas vu le film. Il avait qu'à venir. Genre c'est pas en mode voilà. Pourquoi il est pas venu du coup il laisse son mec dans la merde donc c'est toujours les individus, c'est libéral et tout. Ça veut dire que si jamais ils avaient fait le travail à deux, tout va bien quoi. C'est pas un travail déréglé, il est bien payé, il est jamais fatigué dans le film du coup sauf à ce moment-là donc il a le temps de prendre son vélo après le travail, aller au marché, aller au bain. Tu vas avoir vraiment un mode de vie de hipster, de collectionner des cassettes. En plus tout est esthétisé. Il trouve les toilettes les plus stylées du Japon. Il a un petit bleu de travail un peu cool. En fait c'est vraiment le film de bourgeois cool. Il a une petite voiture cubique un peu cool. Il est tout avec des cassettes. Il est cool le mec. Mais du coup film déprimant parce que je suis en mode il n'a laissé aucun espace à la vie dans ce film. Il voulait juste créer son petit espace cool et se dire regardez-moi, moi je suis un bourgeois certes mais j'ai un peu de compassion avec les prolos parce que je montre un peu comment ils sont et du coup voilà. Moi ça parle pas d'aliénation. Ça serait le cas si jamais on montrait vraiment à quel point c'est dur et qu'il est aliéné et qu'il a des long le TikTok hein, putain. C'est le cas de la plupart des prolétaires aujourd'hui. Genre moi quand j'étais livreur Uber Eats pendant 4 ans j'étais pas non plus à chialer tous les soirs. Ma vie je l'aimais bien et j'étais en mode bon bah c'est comme ça et tout et j'avais juste à assimiler les gestes et tout. Mais là en plus de ça le travail qu'il fait n'est pas pénible. Ça me déprime de voir ce film là. Film déprimant. Voilà. Je vais pas me répéter. Ah bah ça fait plaisir Nikita. Bah ouais vraiment je le crie dans le désert ça. Putain j'en peux plus. Et du coup il y a quelques commentaires qui disaient déjà les commentaires à ce TikTok là c'était en mode non mais t'as pas compris en fait c'est pas le thème du film. Justement c'est ça le problème. C'est de traiter un homme de ménage sans parler d'aliénation ni de politique ni de travail. Je veux dire quand même tu vois.
Et les gens qui diraient oui, mais rien que le fait qu'il travaille à son âge montre que oui, à la limite, si vous voulez. Mais bon, si le film s'arrête là, bon voilà quoi. Et du coup, Augustin est allé au Japon cet été. Par contre, même s'il a pas vu Perfect Days, il est allé vérifier. Si les toilettes étaient propres. Et elles étaient dégueulasses à Tokyo. Il faut le savoir. Voilà. Quelqu'un qui dit que c'est contemplatif, c'est un mot fourre-tout pour moi, contemplatif. Voilà. Apichatpong, on pourrait dire que ça l'est, mais moi je contemple pas les signes d'Apichatpong. Justement, ça me fait énormément réfléchir. Donc, j'aime pas trop ce mot. Je sais pas ce que tu veux dire par ça. Et quelqu'un qui dit qu'il était beau, si avoir des plans esthétiques où un personnage lit pendant 40 minutes dans une. Enfin, pas quand même, mais en tout cas, on devine qu'il lit beaucoup. Dans une position inconfortable avec une lumière chiadée de vidéos YouTube, comment avoir une photographie cinématographique, c'est beau. Bah, moi, c'est pas ce que j'aime. Moi, la photographie dégueulasse de la vie de Jésus de Bruno Dumont, ça, je trouve ça plus beau, tu vois. Après, elle est plaisante à l'œil, ça c'est vrai. Mon œil se repose quand je vois Perfect Days, mais justement, c'est ça qui me dérange. Je pense que c'est un film qui veut m'aliéner. Du coup, bon, pas. Vas-y, allez, on le met quand même mieux que. Ah, je sais pas. Hein. Moi, je vais le mettre là et je vais le mettre. Bah, c'est pas fasciste non plus. Bourgeois cool, on les met ici, je pense. Vous voyez ? En vrai, on devrait mettre les parties. Ça serait intéressant de mettre les images des parties pour juger. Mais du coup, là, ça serait évidemment Reconquête FN. Là, ça serait ici, là, ça serait Macron. Ici, là, du coup, l'extrême droite, ça serait le PS. Ici, là, un peu d'extrême droite aussi, ça serait ELV. Oui, voilà, à la limite, c'est joli si vous voulez, Perfect Days, mais c'est pas beau. Qu'est-ce que le beau ? Après, bon, là, on part sur un stream de 6 heures, j'ai pas envie d'y répondre. Ça parle d'un homme brisé qui se réfugie dans le quotidien, mais pour moi, il le fait pas de la bonne façon. Ayant été la personne qu'il aurait pu être aussi, parce que moi, en vrai, je suis un peu l'exception dans le sens où j'aurais pu être. Ah, bah c'est trop moi. Moi, j'avais un taf ultra usant de merde qui m'a rendu handicapé d'ailleurs. Pourtant, j'arrive à me cultiver parce que ça me laissait du temps et j'étais aliéné, je me rendais pas compte. Bah, pourtant, je me sens pas représenté dans ce film. J'ai l'impression qu'on me crache à la gueule dans ce film, justement. Et pareil, la manière de représenter les bourgeois dans ce film, ça prouve bien que c'est un mec qui a des choses à se reprocher. La scène où il va rendre le doudou, je sais pas quoi, à un gamin et la mère, elle lui lave la main. Mais personne n'a jamais fait ça, genre justement c'est ça le problème des dynamiques sociales de classe, c'est que c'est beaucoup plus pervers, c'est que le bourgeois il va être poli, il va être gentil avec le prolo, voilà. C'est complètement débile, c'est un peu comme Ken Loach, hein, encore pire. Ken Loach quand même est un gauchiste à côté. Mais un film au rythme lent et peu de narration, je les adore les films lents avec peu de narration. La vie de Jésus en est un, j'en vois plein là, hein. Je vois Pacifiction, je vois Memoria, je vois Miséricorde, et pourtant ils sont tous en haut. Et pourtant celui-là il est tout en bas. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes. Moi, c'est pour ça qu'il me plaît pas ce film. J'attends qu'il y en ait un ou deux de conseillers et je commence à parler d'Anatomie d'une chute parce que c'est le prochain. D'ailleurs, on va le mettre tout de suite. Proposé par Wesh Zoumareus. Anatomie d'une chute, faut savoir aussi, c'est que j'ai fait une vidéo dessus et vous allez être. La métamorphose. C'est quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'adoptais un ton beaucoup plus vidéo essai classique. Donc, ça, c'était il y a 3 ans quand il est sorti et c'est ma vidéo qui avait le mieux marché d'ailleurs. Et vous allez péter votre crâne. Même ma voix, on dirait pas la même. Ouais, attendez. Daniel est le fils de Sandra, une écrivaine, et Samuel, un professeur qui a abandonné ses Première vidéo, hein. J'étais moins à l'aise. Hein. Daniel est souvent accompagné d'un même si elles sont amplifiées dans ses créations. De manière similaire, la réalisatrice Justine Triet pourrait également projeter ses propres c'est quand même ma sentiments voix, dans le mais... film. Je trouve que cette analogie, elle est renforcée par des similarités physiques. Mais la manière de parler, c'est marrant parce que c'était un texte que j'avais écrit et tout. Après, j'aime bien aussi faire des trucs léchés, mais je trouve quand même mieux le format stream, il me correspond mieux dans le sens où c'est moi, quoi. Voilà, je parle de manière quand même assez intelligente, je pense. Je m'auto-like parce que c'est mon autre compte, t'inquiète. J'avais pas de stats à l'époque, hein. C'est bon. Hein. Non, mais après, c'est pas ma première vidéo d'internet, hein. Sinon, ça remonte à 2011 à des podcasts sur les profs. Hein. Ah, attendez, il y en a eu, hein. Il y en a eu du taf. Hein. C'est pour ça que je fais de la qualité. Hein. Ça fait des années qu'on charbonne, nous. Hein. Anatomie d'une chute, du coup, que je trouve vraiment pas mal. C'est un des rares films qui a réussi à rallier à la fois la critique et le grand public. Il avait fait beaucoup d'entrées. Bah, après Cannes, c'est Cannes hein, qu'il a eu la Palme d'Or, c'est ça moi, c'est pas le film que je préfère de Justine Triet, c'est La Bataille de Solferino. Et en vrai, allez voir ma vidéo si vous voulez mon avis dessus, je sais plus. Mais je l'avais trouvé pas mal en vrai. Je le mettrais. En vrai, moi, je le mettrais au même niveau qu'Anora et Miséricorde. Je le mettrais pas non plus tout en haut. Même si je le reconnais La Bataille de Solferino, je le mets tout en haut par contre. Mais il y a des trucs. Moi, j'aimais bien le fait de représenter le procès comme un jeu. Et du coup, de montrer un petit peu. Pas malsain, mais quand même de. À un moment donné, je me rappelle qu'il y a une scène, c'est un petit détail. Hein. Vraiment, ça m'avait marqué en salle. Qu'est-ce qui se passe déjà ? Je sais plus. Je crois que la fille va enfin parler en anglais. Et du coup, la meuf qui s'occupait de traduire ce qu'elle disait en anglais va enfin pouvoir participer au procès, parce que c'est une traductrice. Elle a un petit truc de « Ah, ouf, c'est à moi, enfin !» Et je trouvais ça assez beau. Voilà, c'est un jeu, quoi. La bataille de Solferino, ça suscite le PS ? Non, je trouve pas non plus, c'est pas le propos du film. Après, c'est facile de le dire en 2025, mais sache que même Bégodeau... Non, peut-être pas Bégodeau. C'était en 2007 qu'il a voté Ségolène Royal ou Les Verts, je sais plus. Mais en tout cas, même les gens qui sont sanctionnés soit d'extrême gauche aujourd'hui, entre guillemets, parce que extrême gauche, voilà, ils se sont fait baiser par Hollande. Beaucoup de gens y ont cru. Hein. Bon, moi j'avais 12 ans. Mais faut le rappeler. Hein. Mon ennemi, c'est la finance. Hein. Merci 4 là pour le follow. Donc en vrai, voilà. Peut-être qu'ils y ont cru à l'époque.
Mais voilà quoi. Après, on sait très bien ce que ça a donné Hollande. Hein. Je trouve ça étonnant parce que son film La bataille sous les Rhinos, je le trouve pas autant en contrôle sur le scénario, sur les paroles. Et là, franchement, il y a un truc très très bien écrit et tout. C'est moins ce que je kiffe, mais je le trouve quand même assez grandiose. Tout le truc du tribunal est quand même assez bien fait du coup dans ce que j'ai dit, dans le truc de chacun a un rôle social, un truc qu'on n'a pas beaucoup vu, enfin on l'a vu quand même parce qu'il y a tellement eu de films de procès, mais pas vu récemment, et c'est aussi pour ça qu'il a plu, je pense. Et puis cette morale un petit peu, du coup pour parler de trucs politiques, un petit peu, on pourrait dire que c'est anti-punitif à la fin, parce que en vrai, c'est elle qui l'a tué, on pourrait dire, on s'en fout, c'est pas le propos du film, that's not the point comme ils disent d'ailleurs, mais on pourrait dire que ça l'est et que le fils la couvre, et du coup en mode en fait elle l'a peut-être tué, il s'est peut-être tué, c'est la même chose déjà parce que c'est le couple hétéronormé qui les a tués, et du coup ils ne sont pas responsables en fait. Es-tu seulement responsable, comme ils disent dans la vie de Jésus de Bruno Dumont. Je vais la ressortir à chaque fois, cette phrase, elle est folle. Es-tu seulement responsable? Et du coup, ouais, un truc un peu woke de on est tous agis par des structures, on est que des petites bêtes, et ce qui s'est passé importe peu, enfin si, mais du coup, il faut le réfléchir structurellement par ce procès, du coup, et ce film-là, et je trouve ça super beau. Et du coup, pareil, les dynamiques de couple hétéronormées entre l'homme et la femme, le fait que ça lui plaise pas à lui, qu'il soit dans son ombre, qu'à la base il voulait être écrivain, au final ça marche pas, elle ça marche, et que ça crée du coup un truc qui était peut-être un peu violent avec elle aussi. Voilà. C'est quand même c'est woke, hein, on va pas se mentir, le film est là. Hein. C'est plus facile d'être anti-punitiviste pour une relation toxique. Oui, bien sûr, on est d'accord. Ils vont être les gens qui sont en mode ah oui la pauvre, ils vont la plaindre, qui sont des bourges parce qu'il a plu à tout le monde ce film-là, vont être moins en défense si c'est un migrant sous OQTF, voilà, tu vois, évidemment. Après c'est vrai que c'est un film sur une famille bourgeoise, donc bon ça parle de répression face à l'homosexualité, aux violences conjugales, mais dans le cadre bourgeois, l'homosexualité. Ah oui, c'est vrai qu'elle est bisexuelle aussi, oui. Ouais, mais justement c'est intéressant d'avoir par ce cadre-là, et du coup c'est pour ça que la Gannerie adore parler de ce film-là, c'est vraiment dans ses axes à lui. Vas-y, je réouvre, on en fait encore une petite série, je pense, après on réacte à des trucs, ça vous va? Alors, Oldjoy par Kelly Richard, film qui raconte deux amis qui se retrouvent après la fac quelques années après, il y en a un qui est marié, qui attend même un enfant, et l'autre qui est un peu plus vadrouilleur. Ils vont se balader dans la forêt, et il se passe des petites choses un petit peu homoérotiques, on va dire, on pourrait dire, c'est pas vraiment mis en avant par le film, mais on peut le comprendre. Et du coup, Oldjoy, film de Kelly Richard, qui est une réalisatrice que j'adore, c'est peut-être ma deuxième réalisatrice préférée aux États-Unis, hein. J'allais dire derrière Paul Thomas Anderson, mais bon, le dernier film m'a moins convaincu. Ouais, en vrai, il y a un truc. Non, j'ai pas vu Brokeback Mountain, mais en vrai, non, parce que c'est pas le sujet du film. En tout cas, ça. On va partir des bases. Kelly Richard, qui est une réalisatrice très féministe, dans le sens où elle a toujours comme projet de déviriliser la figure de l'homme. Là où elle le fait de la manière la plus flagrante, c'est dans First Cow, que vous avez peut-être vu, parce que c'est le plus connu qu'elle ait fait. Et en fait, c'est à l'époque des cowboys, mais elle filme pas des cowboys, elle filme deux mecs qui ont même pas de cheval, donc du coup, déjà déviriliser quelqu'un, ça passe vraiment par l'enlever son attribut le plus fort, du coup, c'est le cheval quand t'es un cowboy, donc du coup, c'est des mecs qui se baladent à pied. Genre, ils ont rien, c'est des galériens, quoi. Et du coup, il y en a un qui fait des gâteaux, au final, ils se font choper, ils finissent d'apparaître dans la merde et tout. Enfin, c'est un film très très beau sur l'amitié, elle filme très très souvent de l'amitié aussi, Kelly Richard. Et du coup, elle a vraiment pour but de tout le temps déviriliser les hommes. Là, encore une fois, c'est le cas. C'est des mecs qui sont pas forcément en contrôle. Le perso principal, moi, je ressens une sorte de mal-être dans sa vie. J'ai l'impression qu'il est. Peut-être que c'est moi qui me fais le truc, mais après, c'est ça qui est intéressant avec les films, c'est que c'est ouvert, mais on ressent qu'il est pas forcément bien. Ça le stresse un peu, il va avoir un enfant, est-ce qu'il est vraiment bien avec sa meuf de l'époque? Voilà quoi. Donc il y a un peu ce truc-là il est pas en contrôle. L'autre mec, on a un peu. C'est un peu une figure un peu. Comment dire? Dévergondée, quoi, mais je sais pas, il est un peu foufou, mais ça va, tu vois. Et du coup, ils finissent par aller dans la forêt et ils prennent un bain dans des bains un peu japonais, là, pas ensemble, hein, mais à côté. Et il y a des trucs qui se passent un peu, on pourrait dire homo-érotisme, et je trouve ça intéressant. Et du coup, pour moi, déjà, ce film-là, c'est mon préféré de Kelly Richard, donc il va là. Et il va là. Extrême gauche, il est extrême woke parce que franchement, Kelly Richard, déjà, c'est du cinéma social à un point. Wendy and Lucy, je vous le conseille, ce film-là, c'est là où on le voit le mieux, à quel point les gens sont tout le temps pris dans des rapports sociaux, pris dans des échéances, dans le fait de devoir galérer, parce que ce film, souvent, un film des gens aux États-Unis, mais qui n'ont pas de voiture, ou alors qu'on en a une mais qui marche pas, et en fait, on se rend compte que les États-Unis, c'est pas construit comme l'Europe. Que les États-Unis, en fait, il n'y a pas de trottoir dans les villes la plupart du temps, ou alors à part à New York, quoi, et que du coup, pour passer d'une ville à une autre, c'est 6 heures de route ou même de l'avion, enfin, c'est une catastrophe. Et du coup, les gens qui sont là-dedans et qui n'ont pas le moyen de véhicule, le moyen de locomotion de la voiture, c'est une catastrophe. Et c'est très très bien de le montrer. Sean Baker le montre aussi énormément. Et moi, je trouve qu'elle se rapproche beaucoup. C'est un peu la version féministe de Sean Baker, bien que Sean Baker soit woke, hein, aussi pour moi, je trouve. Et du coup, pour moi, d'extrême woke, déjà pour ça, extrême woke, parce que déconstruire la virilité. Proposer une alternative aux relations amoureuses qu'on voit tout le temps dans le cinéma, parce que les films, quand on va le dire, on va pas se mentir, c'est tout le temps des relations amoureuses. Là, c'est l'amitié qui est mise en avant, c'est la déconstruction du couple hétéronormé. Et en plus des trucs sociaux, de montrer des gens qui. Il y a une citation connue d'elle où elle dit en gros, je fais des films pour les gens qui n'ont pas de filet de secours. Je fais des films pour les gens qui sont à la galère, quoi.
Mais c'est exceptionnel les Kelly Richard. Et il y en a un qui sort bientôt, qui s'appelle The Mastermind, qui va malheureusement flop en France parce qu'en fait il sort en décembre. Il sort en décembre sur Mubi aux États-Unis, donc il sera évidemment téléchargeable. Et en France il sort en février, donc c'est une catastrophe. C'est comme le nouveau Park Chan-wook qui est déjà sorti en torrent, alors qu'il sort en février dans les salles en France. C'est une catastrophe. Mais bon, bref, du coup, ouais, Kelly Richard, une filmographie assez folle. Wendy and Lucy, c'est vraiment bien. Showing Up, où encore une fois, elle va essayer de représenter une figure non hégémonique, une artiste, mais c'est pas l'artiste torturé. C'est pas le génie qui était voué à l'art depuis qu'il est né, comme Spielberg, soi-disant, dans son film Fabelmans. C'est une meuf qui fait de l'art, voilà. Elle taffe, elle a un emploi de bureau, à côté, elle fait de l'art. Et elle sert un peu, elle travaille au Beaux-Arts, en gros, et elle sert en fait de ça pour cuire ses poupées, et enfin ses trucs en porcelaine. À la fin, il y a une exposition. C'est pas grandiose, c'est pas un échec. Voilà, c'est juste la vie qui suit son cours. Magnifique, magnifique. C'est une des plus grandes cinéastes actuelles, hein. Kelly Richard, je vous le conseille vraiment. C'est quoi cette notif de con? Ok, on s'en fout. Du coup, ça va en haut à gauche. Pour moi, c'est même peut-être. Non, en vrai, peut-être pas lui, en vrai. Mais c'est pas mal. Hein. Allez, on le met là, comme ça, on dit qu'il n'y a pas encore la perfection woke. Ça vous va? Nouvelle vague de Godard, de Linklater. Déjà, en termes de niveau, on est là, quoi. On est même ici. Alors, Nouvelle Vague, du coup, qui est un film qui fait une sorte de biopic de Godard, hein, comme si on n'avait pas déjà eu assez, comme si c'était pas déjà un cauchemar, le film de Hazanavicius, et qui du coup prend le tournage de À bout de souffle comme intrigue, quoi. Et c'est une catastrophe. Moi, j'ai mis en critique Letterboxd, j'ai mis c'est un film sur Godard fait par un fan de Truffaut, quoi. Parce que vraiment, en tout cas, là, c'est vraiment le cliché de ce que sont les films de Truffaut pour moi. De ouais, tout est mignon, tout est enfantin, tout est c'est des petits brigands, quoi. Godard, c'est quelqu'un qui était kleptomane, hein. Faut le savoir, hein, c'est dit dans ses biographies, c'est quelqu'un qui avait des gros problèmes de kleptomanie, il avait volé beaucoup d'argent à sa famille, pour ça qu'il était en mauvais termes entre autres, il volait dans les caisses de tout le monde pour financer ses films, et à un moment où c'est fait dans le film, où il y a juste, hop, petite main, si, dans Jules et Jim, dans les trucs comme ça, c'est ça Truffaut, je suis désolé, il y a une partie de ça dans Truffaut, qu'est-ce que tu racontes. Mais du coup, hop, petite main, le billet est pris, et hop, oh, je suis un petit filou, j'ai volé mon argent pour aller au festival de Cannes. Donc en fait, tout rendre un petit peu, tout rendre enfantin, tout est taquin. Voilà, c'est des petits taquins. Godard, il fait des petites blagues, il y a des trucs vraiment, ouais, le cliché de Godard. Genre, c'est pas vraiment lui-même, c'est l'image qu'on se fait de Godard. En fait, ce film, c'est l'image à Nouvelle Vague. C'est genre, il faut se méfier toujours des images des époques comme ça, parce qu'en fait, personne n'y était vraiment. Enfin, il y avait tout et son contraire à Nouvelle Vague. Et là, c'est vraiment prendre le truc hégémonique à Nouvelle Vague et en faire un film médiocre au final, tu vois. Et du coup, le cliché de Godard, de l'image qu'on se fait de Godard, quoi. À un moment, il y a une citation, il dit mais moi aussi, moi au 7, moi au 8, en mode, voilà, il est autiste, du coup, il dit des chiffres, il fait des petits jeux de mots, mais va te faire enculer. Et à un moment donné, oui, au début du film, c'est une catastrophe, hein, c'est la vérité. Hein. Du coup, en gros, le film se passe au début, les 400 coups, c'est un succès, lui n'a pas encore fait de film, il a le seum, il est en mode, mais moi, je suis prêt à prendre 400 coups pour voir comment ça se passe à Cannes. Cette phrase a été réfléchie. Elle a été écrite, posée sur papier, elle a été validée, elle a été relue. Et du coup, ouais, c'est une sorte de mix-up de toute l'époque Nouvelle Vague dans le mauvais sens du terme, tout ce qu'on. Voilà, et en fait, on dirait que pendant la Nouvelle Vague, donc c'est-à-dire de 1960 à 70, on va dire, tout était Nouvelle Vague, tout. Bon, la rue c'était Nouvelle Vague, les gens parlaient de Nouvelle Vague, tout était structuré par Nouvelle Vague, mais c'est pas vrai. Il y avait la Nouvelle Vague à ce moment-là, il y avait du cinéma, voilà, mais tout n'était pas Nouvelle Vague, tout le monde ne marchait pas comme la Nouvelle Vague et c'est une catastrophe. Après, certains diront que c'est un parti pris esthétique, et bah dans ce cas-là, en parlant de l'esthétique, le film n'est pas aussi informel et révolutionnaire qu'a été À bout de souffle. À bout de souffle, quand il sort, c'est du jump cut. Du jump cut. C'est du montage, voilà, c'est des thèmes qu'on n'a jamais vus au cinéma qui sont montrés. Enfin, c'est magnifique, il y a vraiment un truc disruptif. Là, c'est un film totalement formel. C'est un biopic classique avec tous ces enjeux. J'ai même pas envie de les débattre tellement c'est de la merde, quoi. Donc sur la forme c'est nul. Et ouais, moi pour finir je dirais que c'est un parc d'attractions plus qu'un film, ce truc. C'est vous voulez l'attraction Nouvelle Vague, voilà, il y a un theme park Nouvelle Vague, rendez-vous, payez 8€ votre place de cinéma et vous allez avoir l'expérience Nouvelle Vague, ou ce qu'on en pense et l'idée qu'on s'en fait pendant 1h20, 1h30, je sais plus. Mais voilà, quoi. Moi je suis prêt à réaliser maintenant. Voilà. Ah non, j'ai pas fait le sujet. Moi je suis prêt à réaliser maintenant le cinéma. Bon, bref. Je suis plus fort pour Orelsan, moi. Et même les jeux d'acteurs, une catastrophe, vraiment, de aller dans ce truc de regardez, vous avez vu l'acteur de Belmondo, comment elle lui ressemble. Zoé Dutch, elle pue la merde, elle parle pas un mot de français, elle récite du par cœur. Ça se trouve, je me trompe, elle parle français, bah du coup, bah elle joue mal, voilà. Vas-y, quoi. Nouvelle Vague, c'est de la merde et c'est d'extrême droite, voilà. C'est mon avis. Il est où? Merde, j'ai déjà mis là. Hop. Nique sa mère. Non, en vrai, vas-y, on va le mettre. On va le mettre là. Il n'y a même pas de.
c'est même pas politique, quoi. C'est même pas assez bien pour qu'on puisse débattre sur ça, quoi. On passe au film d'après, qui est Je tue elle de Chantal Akerman, qui est, je crois que c'est le seul long métrage de Akerman que j'ai vu pour l'instant. J'ai pas eu le temps de beaucoup m'y pencher. Donc film un peu expérimental d'une fille qui est jouée par elle-même du coup, qui en gros, en fait l'histoire, c'est un film très long, hein. C'est vraiment que, je crois, en vrai, j'ai fait un edit du film sur TikTok et vraiment pour repasser tous les plans, j'ai mis 10 minutes, il y a 15 plans dans le film limite, hein. Vraiment c'est assez fou. Donc Je tue elle, c'est juste une fille, elle s'est fait larguer par sa meuf en gros et elle attend qu'elle revienne. Voilà, et du coup elle passe son temps chez elle à poil ou habillée, mais très souvent à poil, à soit écrire des trucs, attendre par terre, lire des livres, je suis même pas sûr qu'elle lise, ou manger du sucre à la cuillère dans le paquet. C'est assez fou et je trouve que c'est une belle image de la rupture amoureuse, le fait de manger du sucre et de l'overdose de sucre quand t'es dans le mal. Je sais pas, genre, j'aurais pas l'expliquer, mais je trouve que c'est bien trouvé ce truc là de la déprime, quoi. Et du coup elle finit par elle range son appart, elle fait n'importe quoi, il y a une voix off tout le long qui parle et tout, qui raconte des trucs. C'est un peu du journal filmé en fait, hein, on pourrait dire, hein, Ackerman. Et du coup à un moment donné elle va sortir voir un mec qui s'avère être une ordure complète. Genre il dit des trucs ultra bizarres, limite pédophiles, c'est pour ceux qui l'ont vu. C'est ça, hein, il dit vraiment une dinguerie et tout, mais elle le juge pas, genre elle le filme juste, en gros on dirait vraiment, il y a vraiment une posture documentaire, quoi. On dirait qu'elle l'écoute juste. Mais un peu pour exposer à quel point c'est une merde, mais je sais pas. Après je connais pas assez le cinéma d'Ackerman pour vraiment, je fais beaucoup de présuppositions, quoi. Et après du coup il y a c'est le camionneur, ça, et après il y a la scène où son ex revient et elle baise, hein, voilà, on va pas se mentir, il y a un long plan séquence 10 minutes où ça ken, film où ça met un plan séquence 10 minutes en noir et blanc de lesbiennes qui baisent dans les années 70, 60, c'est quelle année déjà, dites-moi, 74, 70. Donc rien que ça c'est quand même une proposition assez woke, rien que pour ça, mais même pour tout, après bon c'est pas le plus woke, mais représentation de la femme différente, de toute façon on la connaît, elle a fait Jeanne Dielman, Ackerman, ça pour le coup on le mettrait là, quoi. Mais quand même le truc de une meuf qui est pas forcément qui est chez elle mais pas une femme au foyer déjà, donc aussi oui elle aime bien se foutre à poil, écoute elle fait ce qu'elle veut, elle a le droit, hein. Enfin je savais pas trop décrire, mais je trouve quand même qu'il y a vraiment un truc de représenter une vision de la femme qu'on a même toujours pas aujourd'hui, mais qu'on avait déjà pas du tout à l'époque, comme dans Jeanne Dielman. Et ouais je trouve ça bien quand même. Moi je le mets là. Everything Everywhere, ça va aller vite, j'ai pas envie d'en parler longtemps, je trouve ça vraiment catastrophique. Donc là, comment raconter ce film là? C'est sur les multivers, ça sort sur la vague. Ah mais vraiment j'avais détesté moi, hein. En fait j'avais mis quoi? J'avais mis 8 Oscars pour What the Cut 38, quoi. Pour moi c'est vraiment ce truc là, ce truc what the fuck qui part dans tous les sens. Faut que je vois la Escape from the 21st Century qui est sortie cette année, il paraît que c'est ça en bien. Je pense que je vais détester aussi, mais peut-être que c'est mieux. Mais ouais non, moi j'avais vraiment pas aimé ce truc là, hein. J'avais pas aimé ce truc là, je trouvais que c'était à la fois une merde finie, à la fois déjà une catastrophe sur la mise en scène, sur ce truc de voilà, faut pas que les spectateurs s'ennuient, faut que ce soit très clipesque, voilà, aller très vite, faut pas que. Même une seconde de répit, quoi, faut vraiment qu'on y va, quoi, tu vois. Faut aller très très vite. Non, ça m'a pas touché du tout. Même à l'époque, j'avais détesté dès le début, hein, alors que c'était la hype, hein. Et peut-être on avait même parlé sur YouTube à l'époque, bref, peu importe. En tout cas, voilà, et même sur le scénario, vraiment un truc très fake deep de oh en fait la vie elle est absurde et en fait maintenant on est des cailloux, j'en ai rien à foutre, quoi, c'est nul. Même ça fait que des pastiches de tout et rien, ça fait une pastiche de In the Mood for Love. Je suis pas le plus grand fan de Wong Kar-wai, mais c'est quand même horrible de le résumer à juste il pleut à Hong Kong. Il y a pas le talent que peut avoir Wong Kar-wai, quoi, dans ces films là, désolé. Non mais les moments deep ils sont où dans ce film là? Il y a rien de deep, hein. Ça pue la merde, c'est dire au final la famille c'est important. Oui bah oui merci. Merci mec. Moi, je trouve c'est une catastrophe, hein. Il y a l'arc de la pression que c'est d'être un enfant immigré. Oui, mais qui est pas. Je me rappelle plus, c'est que ça m'a pas marqué. Qui est intéressant avec les gens concernés. Après, c'est trop long, mais je trouve entertaining. Oui, bah moi, en fait, le problème, c'est que moi, c'est indigeste pour moi. Mais je peux comprendre, hein. Après, je trouve ça trop facile. Oui, c'est pas radical non plus, hein. Si tu veux faire vraiment radical, tu fais Je tue elle, ou tu fais un film, où tu fais un plan de 8 minutes ou des lesbiennes baisent. Là, t'es radical. Là, tu montres des choses qu'on n'a pas vues. Mais là, au final, il montre. Pour moi, en fait, c'est un film publicité. Parce que c'est intéressant cet argument que des gens peuvent avoir de. Non, mais t'as vu le travail qu'il y a? T'as vu à quel point la photo, elle est belle, elle est léchée? J'avais dit la même chose pour L'amour ouf. Dans ce cas-là, en fait, les films les plus beaux, les films les plus intéressants, c'est les pubs. Parce que c'est eux où va avoir le plus de travail sur la photo, avoir le plus de moyens techniques mis à disposition. Bah, on sait bien que non. Et pour moi, il y a vraiment une esthétique publicité dans Everything Everywhere qui me plaît pas. Le truc de voilà, on va changer de décor très vite, bam, 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 bam. Moi, ça me saoule. Et sur le truc de l'immigration, je l'avais même pas ressenti à l'époque. Pourtant, je suis un enfant d'immigré, donc. Après, c'est les goûts, c'est la sensibilité de chacun, hein. Mais en tout cas, moi, je le mettrais pas dans woke, je le mettrais vraiment centriste nul, quoi. Genre, moi, je le mets là, désolé.
Désolé. Voilà. 3 films. Oh, L'Enfance nue, quel film. Quel film exceptionnel de Maurice Pialat, proposé par CCC Paul. Déjà, je le mets dans Génial. Je vais évidemment débattre, je vais évidemment argumenter. Donc, film de Pialat, c'est son premier film. Il arrive enfin à en faire un après des années de galère. Et il filme un enfant. C'est une fiction, c'est pas un documentaire. Oui, niveau fils de pute, mais vas-y, on va pas le résumer à ça aussi. Ça y est, moi j'adore Pialat, hein, j'adore son cinéma. Hein. Le naturaliste en chef, hein, Pialat, peut-être le plus grand de tous les temps. Et du coup, il filme un enfant placé en foyer. Et c'est un film. Souvent, je suis en mode, même les films tristes, quand ils sont beaux, quand ils sont bien, surtout ce Pialat me donne envie de vivre. Enfin, il me donne tous envie de vivre, mais me mettre en joie. Lui, il me met en joie d'un côté, mais putain, il est dur. Hein. Il est horriblement triste ce film. Donc. Tu vois vraiment la cruauté, quoi. Putain, un pauvre gosse, quoi. Qui a rien demandé, qui au final, en plus, le gosse, ce qui est intéressant, c'est que le gosse, il est horrible. Le gosse, il va tuer un chat, hein. Il va tuer un chat. Le gosse, il va être ultra agressif avec la sœur de son foyer. Il va être chiant avec ses camarades. Mais pourquoi ? Parce qu'il a un mal-être, il a jamais connu ses darons, ou alors on sait pas, peut-être qu'il y a eu pire. Et forcément, quoi. Enfin. Ouais, la scène du chat est folle, hein. Pierre là, c'est quand même un mec de droite, mais qui fait des formes de gauche au final, parce que c'est tellement vitaliste, c'est tellement émancipateur que. C'est tellement filmer les choses vraies, c'est tellement laisser l'espace à la vie dans ses films que je peux pas le mettre à droite, même si lui avait forcément des idées un peu de droite. Mais oui, si vous m'aimez pas, je vous aime pas non plus. Mais quelle citation exceptionnelle, bien sûr. Donc L'Enfance nue, moi je le mettrais. Vous mettrez où en vrai ? Bah Pialat, c'est un. Oui, c'est un conservateur, Pialat, mais comme Bresson. Ça n'empêche qu'en fait, c'est ça qui est intéressant avec l'art, c'est que tu peux être un droitard et faire des formes de gauche. C'est le cas de Bruno Dumont aussi, dont on a parlé du coup la semaine dernière. Film de gauche, vas-y, on le met ici. Mais oui, c'était un réactionnaire, Pialat. Mais en fait, l'art, c'est un espace où se produisent des choses qu'on contrôle pas. C'est ça qui est beau. Comme des gauchos vont faire des formes de droite des fois. Hein, on va pas se mentir. Parce que ça se trouve, notamment Greta Gerwig, bon après, c'est une féministe libérale, c'est autre chose. Est-ce que c'est encore de gauche ? Les parapluies de Cherbourg. Ah, c'est dur ça, putain. Ah si, bah non, je suis con. On va axer ça sur le féminisme. Bien sûr. Bon, les parapluies de Cherbourg, du coup, film chanté. Pas comédie musicale de Jacques Demy, parce que tous les dialogues sont chantés du début à la fin. Genre vraiment, il fait « je vais aller à l'épicerie ». Enfin, c'est pas ça qu'il dit, mais voilà quoi. N'importe quoi est chanté. Et au début, du coup, moi, j'aime pas les comédies musicales. Donc on me dit « ah là, ça va être dur pour toi ». Et au final, j'ai adoré. C'est exceptionnel. Justement, le fait que ce soit chanté dès le début fait qu'en final, tu rentres dans le truc, t'es en mode c'est une normalité. Et du coup, ça fait que l'espace dans lequel se passe le film, ça chante. Voilà. Les gens parlent comme si c'était un monde parallèle où on chantait pour parler, et ça crée des scènes ultra belles où par exemple quand elle est horriblement triste parce qu'en fait son mec part à la guerre en Algérie et du coup elle se retrouve seule et qu'elle pleure sur les genoux de sa mère et elle fait un maman en chantant, c'est émouvant de fou. Pour moi ce film là il est vraiment génial, je le mettrai là. Pareil, il y a plein de trucs en fait que j'aime pas dans le cinéma, je m'en fous, l'attention aux couleurs, au décor, et là ça m'a touché vraiment énormément. Donc vraiment super film, s'il a réussi à me toucher alors que c'est pas forcément ce que j'aime, vraiment vraiment bien. Et Woke, pourquoi ? Parce que comme dans toute la filmographie de Demy, défense des droits des femmes de fou. On a vu ce débat, du coup j'en ai fait un TikTok je crois avec Quentin et Augustin quand on parlait de Pialat. Non, je l'ai pas vu, de celui de René, faut que je le vois. Il paraît que c'est le même concept, ouais, mais il est horriblement triste. Hein. Mais du coup, en vrai, pour l'histoire du film, le mec se barre, elle a 18 ans je crois, 17-18 ans, et au final sa mère essaye de la caser avec un mec qui a 35-40 ans quoi. Et Quentin était en mode, moi ça me dérange. Et moi déjà, ça peut être dérangeant, mais il faut cultiver cet affect dérangeant, c'est intéressant que le cinéma propose ça. Et même sans ça, pour moi, c'est pas dérangeant parce que le film, évidemment, critique. Ce qui est super intéressant dans ce film, c'est qu'évidemment, elle est malheureuse, déjà parce qu'elle est en chagrin d'amour du mec, et parce qu'elle est pas bien, parce qu'on l'a forcé un peu à être avec ce mec-là. Et puis en plus, là où c'est exceptionnel, c'est que n'importe quel autre film un peu débile aurait fait. Le mec, on va le dépeindre comme une merde, il va être insupportable, il va la tabasser. Voilà, non, là, le mec, il est trop gentil, le mec de 40 ans. Il est trop sympa. Et parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la dynamique de leur relation et de l'écartage et le fait qu'il ait une domination sur elle parce qu'ils ont rien en commun aussi. C'est ça le problème. Et le fait de le mettre comme un mec sympa, pour moi, c'est ça le vrai parti pris intéressant du film politiquement. C'est un fils de pute, le mec, pas du tout. Oui, la daronne aussi, bien sûr. Mais le mec, c'est pas un fils de pute. Le mec est franchement sympa. Justement, il y a un truc un peu bourgeois. Après, on sait pas comment il est en privé. Et du coup, c'est intéressant. On voit que les paraître. Mais il est bien sapé, il se présente bien. Voilà, il essaie de te faire bonne impression. Tu le détestes parce que c'est un mec de 40 ans et il a brisé l'amour que tu idéalisais quand tu as vu le film pour la première fois, peut-être. Mais dans le film, justement, c'est ça qui est beau. Et qui, du coup, est d'autant plus woke. Parce que si jamais ça avait été un fils de pute, le mec, on aurait pu se dire « Ah, ok, elle est malheureuse parce qu'elle se fait tabasser. » Mais si jamais elle se faisait pas tabasser, tout irait bien dans leur relation. Non, le problème, c'est qu'elle ait 18 ans, qu'il en ait 40. Surtout qu'on est avant 65 et les lois qui autorisent les femmes à avoir un travail, bien sûr. Carrément.
Et la meuf se retrouve à 18 ans enceinte. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Et même avant 2005, hein, c'est 2005 la loi qui fait que les femmes pouvaient se marier à 18 ans. Jusqu'à 2005, les femmes pouvaient se marier à 15 ans. Sachez-le. Alors que les hommes, c'était 18. Film vraiment woke. Hein. Là, on va plus voir grand-chose. Hein. Ça se chevauche un peu. Ouais, carrément. Et du coup, tous les films sont un peu intrinsèquement liés parce qu'ils parlent de Lola. Je sais plus quel autre film. Il y a des parallèles et tout. C'est intéressant, ça aussi. Et puis même aussi, c'est un mec qui parle beaucoup d'inceste, Jacques Demy, dans d'autres films surtout. Mais on peut aussi le voir dans cette dynamique-là, le fait de l'écart d'âge papa-maman, tu vois. Papa-maman, papa-enfant. Mais du coup, dans Les Demoiselles de Rochefort, il y a un peu d'inceste. Dans Podane, évidemment, il y en a. Donc c'est quelqu'un de très woke, évidemment. Et aussi, t'as toute la dynamique sur son homosexualité qu'il a cachée. Bien sûr. J'ai pas vu Lola, par contre, donc je peux pas dire. Faut voir Parking. Ouais, Parking, il paraît que c'est film chanté avec le mec qui fait Mais Molière. Comment il s'appelle déjà? Francis Huster. Et il paraît qu'il chante hyper faux, ça a l'air dingue. Du coup, voilà. Allez, dernier film, et après on réacte un petit truc ou on arrête le stream. Je pense qu'on va réacter en vrai pour arriver à 3h. Get Out, on en a déjà parlé récemment. Déjà, c'est un film sur le niveau, je trouve, assez scolaire. Donc en vrai, je le mettrais vraiment là. Allez, là, on va être sympa. Sur le côté politique, par contre, à la fois, bah oui, ça parle d'antiracisme, mais peut-être pas de la meilleure des manières, dans le sens où il y a des trucs qui sont faits de retenir vers le fait divers, donc vers le moral un peu. Le fait de... c'est un groupe très spécifique et... comment on dit? Un groupe dissident, enfin pas un groupe dissident, mais un groupe marginal qui fait ce truc-là de prendre des noirs pour voler leur corps et tout, et c'est pas la société. Donc après, oui, il passe dans la métaphore parce que c'est de l'horreur, il faut que ce soit codifié, mais du coup, ça réancre un peu le truc de... c'est que eux, quoi. Et pour moi, il y avait du coup la meilleure manière de faire en sorte que, bah non, en fait, c'est pas que eux, c'est que la fin du film, au lieu que ce soit son pote qui vienne le sauver, ce soit un flic blanc qui arrive et qui le tue, pour dire, mais en fait, rappelez-vous, la société états-unienne est ancrée par le racisme. Et du coup, on m'a appris, quand j'ai fait ce TikTok-là où je disais ça, qu'il y a une fin alternative à Get Out, et peut-être, j'ose espérer avoir le bon soupçon, et que en fait, c'était peut-être celle que Jordan Peele voulait à la base, et qui avait peut-être été censurée par les studios, peut-être, mais du coup, il y a une scène, c'est peut-être un peu gore, en vrai. Attendez. On est sur Twitch. Après, c'est un film, donc je sais pas. Ouais, en gros, voilà. Donc, il l'étrangle, hop. Et là, regardez. Là, c'est la fin que j'aurais adoré, moi. Parce que là, du coup, politiquement, c'est intéressant. Voilà. Il se fait pas tuer, ça aurait pu aussi. Je pense que les flics aux États-Unis en vrai auraient pas eu beaucoup de remords à lui tirer une balle, hein. Il est déjà plein de sang, le mec. Mais du coup, il se fait arrêter. Et il finit en tôle. Après, cette scène-là, on s'en fout. Mais du coup, là, ça aurait été vraiment intéressant sur l'antiracisme. Malheureusement, ça l'est pas. Du coup, Get Out, pour moi, il est là. Et il est là, quoi. Il est même là. Allez, là. Être racisé, c'est avoir plusieurs moments de Get Out dans sa vie. Ah bah bien sûr, mais pareil, bah, je suis rebeu, t'inquiète pas, on a vécu ces trucs-là. Après, pas avec autant d'emphase, je te le souhaite, j'espère que tu es encore en contrôle de ta conscience. Mais bien sûr, le truc bizarre de aller déjeuner chez les beaux-parents blancs, bien sûr. Quel classique. Bon bah c'est fini pour le compas en vrai, on part sur ça, je vais faire un screen